Bonjour mesdames, bonjour, bienvenue, ravie d'être ici avec vous. Je m'appelle Juliette Delas, je suis responsable du développement de l'association Femmes Numérique. L'association Femmes Numérique a pour objectif de féminiser le numérique de 7 ans à 77 ans, puisque aujourd'hui, on le sait, c'est dès l'âge de 7 ans que les petites filles, après seulement 4 mois en CP, se disent déjà qu'elles sont nulles en maths. C'est comme si tu faisais 3 cours d'anglais et que tu te disais que tu ne seras jamais bilingue. C'est complètement fou. Et donc, du coup, nous, l'idée, ça va être justement de comprendre aujourd'hui pourquoi. Alors, le titre de la table ronde, c'est Les femmes partent après 35 ans, comment inverser la tendance. Nous, on va plutôt avoir une autre conversation avec vous qui va être comment on fait pour rester dans la tech. Puisque vous n'avez ici que des femmes qui sont restées dans la tech, qui, pardon mesdames, je trahis vos âges, ont plus de 35 ans, qui sont toujours là, qui adorent leur métier. Donc, on va prendre une tournure positive parce qu'il y en a un peu marre des tournures trop négatives, je pense. Et donc, du coup, si vous voulez la réponse, pourquoi les femmes quittent la tech? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est la toxicité de l'écosystème qui est malheureusement trop masculin. C'est bien pour ça qu'on a besoin de vous. Une population qui change la donne, c'est une population qui est surreprésentée à partir de 30%. Donc en fait, quand on a 30% de personnes dans une même pièce qui sont les mêmes, ou en tout cas qui viennent d'une même minorité, alors on a un effet de bascule. Là, c'est ce qu'on va chercher à obtenir. Donc pour aller sur ces 30% et pour détruire justement ces cultures toxiques, ces cultures très masculines qui sont contre-productives et qui font fuir les femmes. La deuxième raison, c'est le plafond de verre. On le connaît, on le sait, notamment à cause du fait qu'on porte la vie. Et donc, à partir de la première maternité, de la première grossesse, les femmes perdent déjà 25% de salaire par rapport à un homme. Donc, nous, ce qu'on essaye de se dire aussi, c'est que cette perte de salaire, plus la toxicité, plus le plafond de verre, parce que 70% des femmes s'occupent encore des enfants et des foyers, et donc sont souvent victimes de biais quand il s'agit de les promouvoir et de leur donner plus de responsabilités parce qu'on s'occupe de nos enfants. Ça, c'est les 3 grands axes qui font qu'on perd les femmes. Donc du coup, nous, l'association, on travaille avec les associations, les institutions comme le ministère de l'Éducation nationale, les entreprises, bien évidemment, qui ont un rôle essentiel d'attraction, de promotion et de rétention des talents féminins. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de rétention avec ces dames. Donc je vous présente Anna Amiri, Marissa Faraghi, Fabienne Langrand et Inès Amami, qui sont toutes restées dans la tech et qui en sont fières. Et donc on va commencer, mesdames, par la première question qui est justement comment êtes-vous arrivées dans la tech? Pourquoi vous aimez ça? Quel est votre métier? Déjà, merci. Bonjour tout le monde. Marissa, je suis Marissa. J'arrive à la tech. Je viens d'un domaine complètement différent. Ma carrière, c'est un doctorat en sciences physiques. Après pas mal des années en faisant de la recherche dans différents laboratoires, qui c'est aussi un milieu assez masculin. J'ai fait ces bascules vers le monde de la tech. Je m'amuse énormément à faire de la tech et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici face de vous à vous présenter mes expériences. Merci Marissa. Donc Marissa est bien l'illustration qu'elle a fait 2 domaines où elle était en minorité, pour autant, elle s'éclate toujours autant. Fabienne. Bonjour, quel plaisir de voir autant de femmes. On n'est pas habitués, donc merci à toutes d'être là. Fabienne Langrand, DRH chez Soprasteria, 20 000 collaborateurs en France, 60 000 dans le monde. Donc évidemment touchée de plein de fouet par ce départ des femmes à partir de 35 ans, même parfois un peu plus tôt. Je suis moi-même, j'ai un DESS à l'époque. La plupart d'entre vous ne doivent pas savoir ce que c'est. J'ai un DESS Fabienne, s'il te plaît. un M2, voilà, en mathématiques appliquées. Je suis rentrée dans le domaine du conseil en transformation digitale et puis je suis depuis maintenant une petite dizaine d'années DRH chez Soprasteria dans la branche conseil auparavant et maintenant sur tout Soprasteria en France. Donc voilà, ravie d'être là pour discuter de ce sujet avec vous. Et Fabienne pourra justement nous partager les bonnes pratiques du côté des ressources humaines sur justement qu'est-ce qui a été mis en place dans les entreprises pour retenir les femmes, les promouvoir, puisque sachez bien évidemment que vous allez être accompagné tout au long de votre carrière par des entreprises qui font les choses bien. Encore faut-il choisir la bonne entreprise. Anna. Bonjour à toutes, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis Anna Amiri, je suis lead architecte chez Sonepar aujourd'hui, ça fait 1 an. Donc, Sonepar, c'est une entreprise digitale de distribution de produits électriques qui opère aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et je travaille principalement sur ce qu'on appelle la Customer Experience Platform, qui en fait
donnent des expériences et vendent des produits à des professionnels d'électricité un peu partout en Europe. Donc moi, mon parcours, c'est plus en fait un parcours technique, on va dire. Donc j'ai commencé en tant que développeuse d'applications web et mobiles. Et donc j'ai évolué dans des rôles de tech leading, des rôles d'architecture, ce qui m'a amené à mon rôle aujourd'hui. Merci Anna. Et on a Inès qui a, comme Marissa, connu 2 moments de carrière assez intéressants et très complémentaires l'un de l'autre. Tout à fait. Ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je travaille chez Capgemini aujourd'hui, donc société de services française qui aujourd'hui a plus de 300 000 collaborateurs à travers le monde. Alors du coup, moi, j'ai un parcours un peu inverse, c'est que j'ai commencé plutôt sur un métier très business après des études en gestion commerciale. Et j'ai décidé dans ma carrière de m'orienter vers un rôle justement plus technique en rejoignant donc au sein du groupe Capgemini une entité qui s'appelle Capgemini Insight and Data. Donc comme le nom l'indique, on y fait de la data et de l'IA. J'ai rejoint cette entité il y a maintenant 4 ans pour laquelle je développe aujourd'hui toutes nos offres data et IA auprès des clients de différents secteurs industriels essentiellement, l'auto, manufacturing et life science. Du coup, ce switch du plutôt business vers la tech me conforte dans le fait que c'est vraiment accessible à tous et à toutes sûrement, et que évidemment on peut y faire sa carrière et évoluer même si on est une femme. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, vous regarderez bien tous les noms et prénoms de ces femmes et vous les ajouterez sur LinkedIn, bien évidemment, dans le cadre de votre recherche, ça peut être intéressant, dans le cadre du fait d'étendre votre réseau également et d'aller les voir quand elles auront terminé cette table ronde. Autant prendre un maximum de conseils tant qu'on y est. Alors, mesdames, merci pour vos parcours. Première question, entre guillemets, officielle. Donc, vous avez plus de 35 ans, pardon d'avoir dévoilé vos âges. Nous, les femmes, on n'aime pas ça. Ouais, je sais, je suis désolée, j'insiste. Et encore, je n'ai pas donné les vrais chiffres. On s'arrêtera à 35 pour toute la table ronde. Moi, non, j'ai 32. Voilà. J'ai encore 3 ans pour quitter la tech. Voilà, exactement. Ah, dans 3 ans, peut-être. Du coup, là, la question, c'est plutôt, donc justement, on a 50% des femmes qui quittent la tech, on le sait. On vous a expliqué rapidement pourquoi, qui sont toujours les mêmes raisons, mais finalement dans tous les secteurs. Hein. Moi, ma question, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire, pour vous, mesdames, et Fabienne, toi, ta question, elle est un peu différente. Pour vous, mesdames, qu'est-ce qui vous a justement retenu dans la tech et pourquoi vous êtes encore là aujourd'hui? Vous êtes des survivantes, dites-nous. Je peux commencer. Je pense que c'est un mélange de plusieurs facteurs. Me concernant, évidemment que dans mon parcours, j'ai connu le sexisme, que ce soit chez Capgemini, mais aussi dans mes précédentes entreprises. Mais je ne l'ai pas pris comme une contrainte ou comme un frein dans l'évolution de ma carrière, mais plutôt comme quelque chose qu'il fallait absolument dépasser pour pouvoir justement aider les femmes autour de moi à évoluer dans la tech. J'avais aussi cette volonté, d'un point de vue aussi personnel, je suis maman de 2 filles, d'incarner ce rôle modèle et de montrer que même si on est entouré de majorité d'hommes, quand on est bien accompagné également, je tiens à le préciser, c'est que chez Capgemini, il y a quand même de nombreux programmes qui sponsorisent justement l'évolution et la promotion des femmes au sein du groupe. Avec de la résilience, de l'accompagnement, pour moi, c'est quelque chose de complètement atteignable. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière du parcours que j'ai accompli jusque-là. Et je suis fière de pouvoir montrer ça aussi à mes filles aujourd'hui et puis plus tard dans leur future carrière. Merci Inès. On en a beaucoup parlé quand on a préparé cette table ronde et on n'est pas là pour vous mentir. De toutes les façons, la plupart d'entre vous sont déjà dans ce domaine, donc vous le savez. Oui, il y a du sexisme. Oui, il y a des comportements parfois qui ne sont pas acceptables. Oui, on y fait face. Oui, on est souvent en minorité, donc on a beaucoup d'hommes face à nous qui parfois ont des comportements qui nous poussent dans nos retranchements. C'est une réalité, donc nous, on ne veut pas vous mentir, on veut dire la réalité de ce domaine. Et aussi, comment s'outiller. Donc ça serait la troisième question, pas les outils tout de suite, mesdames. Anna, est-ce que tu peux nous expliquer justement, toi, comment tu prends, qu'est-ce qui fait que tu es restée et comment tu fais aussi au quotidien pour rester finalement? Oui, effectivement. Donc, en fait, c'était pas toujours évident, comme Inès, j'imagine, pour moi, d'évoluer dans des environnements qui sont très masculins.
Être une développeuse, par exemple, au sein d'une, je sais pas, Digital Factory ou pour développer un produit, c'était généralement un environnement où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais pour moi, c'est en fait depuis que je faisais mes études, même au lycée, j'étais très passionnée par tout ce qui est physique, mathématiques et tout ça. Et je me pose toujours la question pourquoi je dois laisser d'autres personnes me dicter qu'est-ce que je dois faire de ma vie et de ma carrière. En fait, moi j'aime bien ma carrière. En fait, j'aime bien mon travail et je ne vois pas l'intérêt de, en fait, au lieu que moi j'influence l'environnement autour de moi, je ne vais pas laisser l'environnement m'influencer. Et en fait, c'est la première raison pour laquelle moi, en fait, aujourd'hui, je reste résiliente face à ce genre de situation. Donc ça veut dire que tu te fais une carapace et que tu n'écoutes pas. Comment tu fais justement pour prendre cette distance? Parce que c'est pas toujours facile de prendre cette distance au quotidien notamment. Comment tu la prends cette distance? Comment tu te protèges? Oui, c'est pas facile, oui, mais je me dis à chaque fois, en fait, la réalité, c'est que tout le monde ne va pas nous apprécier. C'est impossible. En fait, chercher la perfection, chercher à être apprécié par tout le monde, c'est quasiment impossible. Tant que moi, je suis satisfaite avec ce que je fais, je suis alignée avec mes valeurs, je peux surmonter ce genre de problème. Donc recentrez-vous sur vous, quoi. Marissa, même question. Parfait. Donc, moi, je reste dans la tech parce que c'est le sujet qui m'appassionne. Je m'amuse énormément à faire ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai envie d'aller tous les jours à faire mon job. Donc, pour moi, c'est ça, ce qui me motive. Et voilà, évidemment, j'ai vécu des environnements toxiques, mais je pense que c'est très important quand on retrouve ce type de situation. Première, se former, comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai l'opportunité à Octo de travailler, de faire partie des groupes où on travaille les sujets diversité et inclusion. Et ça donne ça t'outille énormément parce que face à ce type de problématiques, tu as beaucoup plus de ressources pour pouvoir répondre et faire face. Donc, d'un côté aussi, il y a un peu ce qu'il dit Anna sur les sujets de je fais ma vie, je fais ce que je veux, je m'en fous des autres. Donc, un peu, il y a ça aussi. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est vrai. Donc, on continue. Et tant que tu es contente avec ce que tu fais, tes résultats, voilà. Après, évidemment, je pense qu'il faut de nous un peu d'investissement, justement pour que ça continue pas et qu'on commence à mettre un peu frein et à revertir la situation. Donc, comment on les fait? Déjà, c'est former et partager. Donc, pour moi, c'est les deux choses que je pratique au quotidien quand je fais mon job. Donc, voilà. Merci Marissa. Petit tips, je vous recommande Sarah Zitouni, Zitouni, qui a créé des formations en ligne et notamment 150 conseils de répartie. C'est de l'art de la rhétorique et c'est de la répartie sur justement quand tu te prends des scuds, du passive-aggressive, quand tu es en minorité dans une réunion et qu'on ne te laisse pas parler ou qu'on te coupe la parole. Et en fait, elle a créé un document avec 150 situations et 150 réponses. Donc, elle s'appelle Sarah Zitouni, Zitouni. Je vous le recommande. Et c'est pas pour faire un placement de produit, c'est juste qu'en fait, on n'est pas assez outillés. Les femmes n'ont pas été élevées, on nous a biaisé dans notre éducation pour la plupart d'entre nous à nous dire justement de rester à notre place, de ne pas répondre, d'être bienveillante, d'être douce, que c'était ça notre rôle. Donc en fait, quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on se retrouve confronté au fait de devoir sortir de ce cadre alors que ça fait 40 ans qu'on y est. Enfin 32 pour ma part. Donc du coup, écoutez et outillez-vous. Il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent ça. Il y a Muscle ta répartie avec Michel Ruffo sur LinkedIn. Il y a Sarah Zitouni qui vous donne 150 situations. Et même si vous ne les retenez pas, il y a une femme, par exemple, qui met des post-it avec toutes les scuds et toutes les réparties qu'elle a lues dans ce livre. Elle les met dans son tiroir et quand son collègue arrive dans le bureau et qu'elle sait qu'elle va se prendre un tir, eh bien, elle tire le tiroir, elle regarde le post-it et elle regarde le bon post-it pour répondre de la bonne façon pour que le collègue reparte la queue entre les jambes. Voilà. Donc, outillez-vous, c'est un peu ça l'idée, se former, s'outiller et être maîtresse de votre sujet et experte de votre sujet. Fabienne, deuxième partie de cette question. Alors là, du coup, je te demande de prendre ta casquette de DRH et de nous expliquer comment est-ce que vous faites justement en tant qu'entreprise pour retenir les femmes et les promouvoir et enlever tous ces biais.
Ouais, surtout que les 3 femmes qu'on a là, j'allais dire, c'est des mauvais exemples. C'est qu'elles sont hyper résilientes, elles prennent fait. beaucoup sur elles. Et moi, je pense que le rôle d'une boîte, c'est justement que toutes les femmes ne soient pas obligées d'être résilientes pour pouvoir avancer, même si j'admire beaucoup ça. Beaucoup de choses, au-delà de tout ce qu'on peut dire politiquement correctement. La première chose, les rôles modèles. Je sais pas si c'est politiquement correct, hein. Les rôles modèles. On a été habitué à des types de rôles modèles, plutôt évidemment masculins dans la tech. Il faut savoir parler fort, il faut parler beaucoup, il faut prendre de la place en réunion. On a été construit et construite comme ça. Là, le premier job qu'on a, c'est de changer ces rôles modèles-là. Moi, un de mes jobs, et je sais que les concurrents font la même chose, c'est d'expliquer qu'en fait, on peut aussi être posé, on peut aussi écouter en réunion, on peut être pour autant parfaitement pertinente. Et donc, changer ce modèle, c'est un des sujets clés chez nous et en termes de communication et de fond. Derrière, si je tire un peu le fil, ça veut dire l'évaluation. Comment j'évalue aujourd'hui dans une entreprise? Si vous avez fait des comités RH ou des types de ce type de réunion, la première chose qu'on va dire, c'est il a une posture, il a une posture, on le voit, un leadership. Alors le leadership a souvent extrêmement bon dos. Et donc, toujours, moi, mes équipes RH, je leur dis, revenez sur la compétence. C'est quoi la compétence factuellement qu'a fait cette personne? Vous allez en comité RH, on va vous dire, lui, il est extraordinaire, c'est un gars, il a un peps pas possible. D'ailleurs, il revient de 6 mois de tour du monde, tu te rends compte, c'est fou. Elle va reprendre tranquillement, elle revient de 6 mois de congé mat, il faut qu'elle reprenne tranquille. Pour mesdames, si vous avez déjà eu des enfants, je dirais que le tour du monde est une vaste blague à côté d'un congé maternité, mais c'est un avis très personnel. Et donc, évaluation beaucoup. Et un autre des sujets qui n'est pas très instinctif dans nos entreprises fondées par des hommes, mais qui, pour autant, je trouve, et notamment en France, qu'on voit un vrai changement, c'est tout ce qui va être sujet. Tu l'as dit, tu as parlé de toxicité tout à l'heure, tout ce qui est sujet, agissement sexiste, harcèlement sexuel. La tolérance zéro, en tout cas, moi, depuis que je suis DRH, c'est un des sujets clés. Je veux que les femmes dans l'entreprise sachent ce qu'on ne tolère pas. Voilà. Ça vous paraît sûrement évident à écouter, et pour autant, je pense que c'est une des transformations les plus importantes. Je parlais de rôle modèle et tu disais dans quelle mesure nous on peut aider, et je pense que tu as raison dans ce que tu dis. J'ai été dans une réunion où il y avait 2 alternantes et puis une jeune stagiaire qui avait fait un boulot de dingue sur la communication. Et un des patrons lui dit, et vraiment hyper gentiment, c'était pas t'es hyper mignonne, le mot était celui-là, c'est adorable de ta part, c'est adorable. Et là, donc, contente, la jeune fille, on lui dit que c'est adorable, enfin voilà. Et là, je pense que notre rôle en tant que femme, c'est d'intervenir. Je lui dis, écoute, c'est super qu'elle soit adorable, elle s'en fout un peu. Ce qu'elle voudrait surtout, c'est que tu la trouves compétente. Et en fait, il s'est retrouvé vraiment comme de rond de flanc, parce que sincèrement, il disait ça vraiment de manière positive. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas contre toi, mais on s'en fiche d'être adorable. Moi, je m'en fiche qu'on me trouve sympathique. Tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas très grave. En revanche, je préférais qu'à la fin de la réunion, on me dise qu'est-ce qu'elle est pertinente, qu'est-ce qu'elle est efficace ou qu'est-ce qu'elle est performante. Voilà. Donc je pense que les mots ont un sens et on a un vrai rôle, je pense, d'éduquer et les hommes et les femmes dans l'entreprise qui ont beaucoup été habitués à ça. Tout à fait. Je rebondis sur les hommes. Il y a maintenant des soirées qui existent pour les hommes, par les hommes, où ils se rencontrent entre eux pour justement parler de ce sujet, d'être un allié au quotidien. Donc les hommes commencent à se mettre en mouvement. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Thomas Pesquet, qui dit aux hommes justement que c'est quand même un moindre mal que de reprendre ses amis quand ils disent des trucs dégueulasses et que c'est quand même pas un très gros sacrifice. En fait, on a aussi besoin de ça. On a besoin de ces messieurs qui prennent le lead à nos côtés, qui viennent avec nous. C'est pas un sujet par les femmes pour les femmes puisqu'ils sont majoritaires et qu'ils ont en grande partie beaucoup de pouvoir. Ils se doivent donc d'être à nos côtés. Question Fabienne pour être dans la continuité. On sait que par exemple tout ce qui est promotion, il peut y avoir des biais, ce fameux plafond de verre, cette fameuse transparence salariale. Est-ce que tu peux nous en dire plus par exemple sur ce que vous faites vous? Alors ça va avec ce que je te disais tout à l'heure sur l'évaluation et comment est-ce qu'on factualise les choses. Une femme, elle voit toujours ce qui... Pardon, c'est une généralité. Dans la grande majorité des cas, une femme voit ce qui lui reste à atteindre. Un homme, il voit tout ce qu'il a fait. Donc, quand il va présenter son job, il va dire « Putain, cette année, j'ai fait ça, ça, ça ». Une femme va dire « Ouais, c'était une bonne année. En revanche, il me reste ça, ça, ça à faire pour atteindre… » Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai pris ce poste, c'est qu'on s'est rendu compte que quasiment 100% des promotions qu'on faisait de femmes, il n'y avait jamais d'échec. C'est un problème, en fait. Il faut qu'on promeuve des femmes qui ne sont pas bonnes. Enfin, là, je le dis de manière un peu provocatrice, mais en revanche, chez les hommes, j'en ai 30-40%
qu'on a promus qui sont en réalité pas tout à fait au niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ça veut dire qu'à un moment, ils se sont bien vendus. Mais ça, je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise d'être capable de dire, OK, tu le vends bien, et c'est une qualité, mais pour autant, il te reste factuellement ça à atteindre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des gros sujets chez moi. Rester objectif. Ouais, en les fait. objectifs, comment tu évalues, comment tu reviens toujours à du factuel. Bien parler, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que tu es compétent derrière. Voilà. Merci Fabienne. Donc le message du jour, et c'est pour ça que c'est très important d'entendre ça, c'est que maintenant les choses sont cadrées. C'est par rapport au salaire, par exemple, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a la norme sur la directive européenne sur la transparence salariale qui va être mise en place à partir de l'année prochaine. En juillet de cette année? Non, ça a été décalé. Mise Ouais. en œuvre 1er janvier de l'année prochaine. C'est ça, en fait, ça a été N'allez pas décalé. nous paniquer à l'avance, la mise en œuvre est... Non, mais vous avez raison. Hein. Mais ça a été décalé. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'en fait, ils ne se sont pas trop renseignés sur le fonctionnement des entreprises françaises avant de le mettre en place. Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est des bruits de couloir. En tout cas, toujours est-il que sur la transparence salariale, c'est pareil. Il y a des quotas qui ont été mis en place par la loi Rixin. Il y a une directive européenne et sa transposition qui vont être mis en place sur la transparence salariale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas 28% des femmes qui négocient leur salaire et que les entreprises, jusqu'à présent, en ont profité. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Tu parlais d'objectifs fixes, définis, donc qui effacent toute question de subjectivité. Ça va être la même chose pour les salaires. Et ceux qui seront affichés sur les fiches de poste, ce ne sera pas des fourches, ce sera des fourchettes. Donc, ce n'est pas entre 35 et 65K, c'est entre 35 et 40K. Voilà. Donc, sachez et soyez rassurés là-dessus. Et c'est justement pour contrer en fait, des mécanismes imprégnés et sociétaux où nous, les femmes, on ne va pas aller quémander pour de l'argent parce qu'on pense que ce qu'on nous donne, c'est déjà très bien, alors que les hommes vont le faire. Et c'est là où la séparation salariale et l'écart salarial se créent dès le premier job, en fait. Donc, en fait, il y a des lois et des mises en place qui vont être faites, mais il reste important quand même de vous outiller, de prendre conscience du fait qu'on a été conditionné et qu'il faut sortir de ces conditionnements à l'image de ces mesdames. On arrive à la dernière question de ce panel avant de vous laisser poser vos questions, si vous en avez, même si je sais qu'on a été extraordinaire. C'est un conseil, justement, on parle de survivre, un conseil justement dans la tech. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous êtes arrivé dans cet écosystème, qui vous aurait aidé à gagner du temps, peut-être aller plus vite ou vous protéger davantage, que ce soit sur votre métier, que ce soit sur les comportements? Quel serait le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne? Et que vous donnez du coup à ces dames, bien sûr. Alors moi, le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne et que j'ai mis en pratique vraiment dans ma carrière il n'y a pas très longtemps, c'est arrêter de se poser des questions. Arrêter de se poser des questions quand on est dans une réunion. Arrêter de se poser des questions quand on est dans une discussion off. Arrêter de se poser des questions au quotidien parce que je pense que c'est un véritable frein. Je pense que les hommes n'ont pas forcément ce mécanisme-là. Et je pense que croire en soi et se dire que finalement, si on est là où on est à un moment donné dans la vie, c'est qu'en fait, on y est arrivé par nos compétences. Et je pense que véritablement, enlever cette étape-là dans la réflexion quotidienne, c'est vraiment un game changer. Et j'aurais vraiment apprécié qu'on me le partage et ça m'aurait permis de moins me poser de questions et puis d'arrêter de vouloir être tout le temps parfaite, de tout bien réussir. Et ça, encore une fois, ça vient de l'éducation. Mais je pense que pour moi, ça va être vraiment le truc que j'aurais aimé savoir. Merci Inès. Tu mets le mot sur deux syndromes. Hein. C'est le syndrome de l'imposteur, celui où on se dit toujours j'ai eu de la chance, c'est une petite réussite. Non, tout ça, c'est nous qui nous conditionnons. Et le deuxième, c'est le syndrome de la bonne élève, donc de toujours justement, et c'est ce que tu disais, aller toujours chercher à être la meilleure parce qu'on attend de ça que nous et qu'on n'est pas satisfaite avant. Il faut s'en débarrasser, il faut en prendre conscience, ensuite il faut s'en débarrasser et il faut s'outiller. Merci Inès. Anna? Alors pour moi, je dirais aller au-delà du mentoring. En fait, on voit beaucoup de mentoring de femmes aujourd'hui et je ne dis pas que ça ne marche pas, c'est quelque chose qui marche très bien, mais aller au-delà dans le sens où faire du sponsoring en fait. Sponsoriser des femmes dans votre environnement, dans vos entreprises, ça marche encore mieux parce qu'en fait, vous créez un safe space pour ces femmes-là. Est-ce que tu peux expliquer, Anna, le sponsoring? Le terme de sponsoring, ce que ça veut dire peut-être? Ou tu veux que je l'explique? Oui. Ok. Juste pour la salle, sponsoring, ça veut dire qu'en gros, par exemple, on vous propose une conférence, vous en avez fait 27 dans l'année, et au lieu de dire oui, je vais la faire, vous dites je vous recommande plutôt ma collègue qui fait le même métier que vous, et cette collègue, vous la recommandez.
C'est Ça ça, s'appelle du sponsoring. c'est ça. Vous êtes en réunion, on vous propose un projet, vous êtes déjà bien chargé, il y a une de vos collègues qui aimerait bien monter en compétence, vous lui faites confiance, vous proposez votre collègue. Ça, c'est du sponsoring en fait. C'est de passer en fait la patate chaude de façon bienveillante et surtout pour faire monter l'autre. C'est ça, et créer surtout un cadre autour de ça. En fait, il ne faut pas les laisser dans la nature non plus. Et pour moi, c'est quelque chose qui marche super bien. Et comme je disais, ça crée un safe space et ça crée du support en fait entre les femmes dans les entreprises. Juste un petit tips également. Tout à l'heure, tu as parlé, Juliette, de Sarah. Il y a également une association que moi personnellement j'aime bien et je vous conseille d'aller regarder sur le site en fait les différents podcasts et interviews. En fait, ça s'appelle La place des grenouilles. Des grenouilles, oui. Place des grenouilles. Oui, Ok, effectivement. je connais pas. Oui. Ok, je note. Et en fait, ils font des interviews et des podcasts super intéressants sur ce type de sujet-là. Merci Anna. Marissa, quel serait le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu donnerais aujourd'hui à ces dames? Pour commencer, je dirais que j'avais dit au début, c'est formé pour pouvoir bien comprendre la situation et pas partir dans tous les sens, que ça ne devienne pas un problème, que ça c'est quelque chose comme voilà que tu ne fais pas attention plus tard. Donc, l'autre chose importante, je pense, c'est les réseaux. Et c'est très important Oui. d'avoir un réseau, faire participer à ce type d'événements, participer au meet-up des femmes dans la tech, il y a pas mal à Paris. Donc, et en entreprise aussi, avec vos propres collègues, il y a pas mal des hommes en entreprise qui sont très sensibles à ces sujets et voilà, qui vont faire partie de votre réseau aussi. Donc, bon, la principale chose, je dirais, je partage aussi tout ce qui a été dit. Le plus rapidement vous commencez à sentir que vous n'êtes plus seul, donc que vous n'êtes toute seule, ça sera plus facile s'il y a une charge, justement à pouvoir se débarrasser de ces charges en discutant, en apprenant, voilà, comme ça. Tu as raison Marissa, et là où tu dis un truc qui est hyper important, c'est que souvent on pense au réseau en dehors de notre entreprise, mais le réseau à l'intérieur de votre entreprise, c'est clé. Si demain, par exemple, vous connaissez vos N+1, mais vous connaissez aussi vos N+2, ça veut dire aussi que votre carrière ne dépendra pas d'un manager potentiellement toxique qui ne peut pas vous blairer. C'est aussi ça le truc, c'est qu'en fait, tant que vous êtes connu dans votre écosystème, que vous connaissez les gens dans votre entreprise, qu'ils connaissent votre travail, et que donc, du coup, ils savent la valeur que vous avez, si demain, vous avez un manager injuste ou biaisé, eh bien, le fait de connaître ces managers à lui qui savent votre valeur fait que vous n'êtes plus dépendante uniquement de cette personne. Et donc, votre réputation vous suit. Et ça, c'est hyper important. Et comment ça marche? On affiche son travail. Alors, je ne suis pas une tech, mais quand vous avez fini un projet, vous le mettez sur une channel où tout le monde voit et vous dites, voilà, je vous présente mon projet machin, merci à truc pour leur participation à mon projet. Et vous brandez, vous mettez un tampon sur ce que vous faites aussi, parce que malheureusement, souvent, il y a beaucoup de femmes aussi qui, parce qu'elles ne le recommandent pas ou qu'elles ne vont pas aller chercher la gloire, ne disent pas leur travail et donc derrière n'ont pas la promotion qu'il faut parce qu'en fait, elles ne se sont pas réattribuées leur travail. Donc ça, c'est hyper important et tu as raison, à l'intérieur et à l'extérieur. Maximum de nanas, vous prenez leur LinkedIn, vous prenez le LinkedIn de toutes ces femmes extraordinaires qui ont resté dans la tech et qui sont dans des positions seniors. Vous allez chercher leur LinkedIn et vous leur parlez. Si vous êtes dans la data, rejoignez des groupes Women in Data. Si vous êtes dans le product, rejoignez des groupes Women in Product. Il y a énormément de groupes qui existent. Demandez à l'IA de vous les indiquer, demandez à notre ami Claude. Et vraiment, 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 développez votre réseau parce que votre réseau, c'est votre airbag. Fabienne. 2 points. J'aurais aimé qu'on me dise que les mots sororité et féminisme, ce n'étaient pas des gros mots. Être féministe, je rappelle, c'est juste vouloir l'équité des droits entre les hommes et les femmes, hein, rien d'autre que ça. Donc, quand on vous demande dans une entreprise, ouais, toi tu dis ça parce que tu es féministe, je réponds systématiquement, j'espère que toi également, tu souhaites qu'on ait tous les mêmes droits, ce qui met souvent un petit froid et un petit sourire gêné derrière. Non, mais qui est important parce que c'est ça le féminisme. Voilà, donc ça, j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt, ça m'aurait probablement fait prendre des positions un peu différentes plus tôt. Et puis l'autre sujet, tu l'as un peu dit tout à l'heure, je pense que l'humour sur ces sujets-là fait du bien et permet de dire beaucoup de choses. On a évidemment des parcours qu'on appelle les parcours boosters chez nous qui sont là pour justement aider les femmes à évoluer, à prendre des postes à responsabilité. Et on commence dès 26-27 ans même. Très régulièrement, j'ai la question, mais pourquoi ces réseaux, ils n'existent pas? Pourquoi ça n'existe pas pour les hommes? Mais je lui dis pas de problème.
pas de problème. Quand tu auras 50% de femmes au COMEX, 50% de femmes dans toutes les instances dirigeantes, vous aurez également votre programme. D'ici là, peut-être on va redescendre d'un ton. Et je le dis toujours avec le sourire, assez sereinement, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer, et sentez-vous à l'aise pour le dire. Et quand on vous dit est-ce que tu es féministe, j'espère que vous l'êtes toutes. Et les quelques messieurs qui sont là, je ne doute pas qu'ils le soient aussi. Voilà. Merci Fabienne. Un truc qui marche bien, ça c'est un petit tips de rhétorique. Si on vous balance un scuds, les scuds en réunion, en public, souvent ça a vocation à être humiliant très rapidement, puis hop, on continue la conversation et vous êtes bloqué. N'hésitez surtout pas à reformuler. Dans le sens, vous dites, mais comment ça? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et devant tout le monde, vous forcez la personne qui vient de vous envoyer un scud qui se veut rapide et expressif. Vous les arrêtez et vous leur dites, attends, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et donc, la personne qui pensait t'envoyer un scud doit justifier son scud, ce qui est en général assez con et à côté de la plaque. Et là, il n'a rien à dire parce que, bien évidemment, ça n'avait pas l'intention d'être explicité. Et donc, croyez-moi que cette personne réfléchira à 2 fois. Et s'il le refait, vous recommencez. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer à tout le monde exactement ce que tu voulais dire par là? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Mais avec le sourire. Et avec le sourire, ça passe toujours mieux. Et surtout, du coup, vous mettez la personne face à elle-même. Et là, elle n'a plus le choix. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est juste de renvoyer une question. Ça ne vous demande pas grand-chose en termes de formation. Eh bien, c'est la fin de cette table ronde. Un peu d'applaudissements pour ces dames. Et ajoutez-les sur LinkedIn. Merci, bonne fin de journée.